Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une femme de l'ombre qui, de temps en temps, apparaît dans la lumière pour défendre ses projets les plus ambitieux. Les Rois Maudits, Le Comte de Monte Cristo ou Les Misérables, c'est à cette réalisatrice que l'on doit toutes ces adaptations d'œuvres littéraires. Plus récemment, elle a bousculé l'univers du polar à la télévision grâce à son illustre Capitaine Marlowe. Et cette semaine, elle signe un téléfilm historique formidable dans lequel le casting pourrait bien vous couper le souffle. Bonjour José Dayan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci Diane de beaucoup. Poitiers, c'est le nom de la fiction que France 2 diffuse donc ce lundi 7 novembre. Vous avez produit et réalisé cette fresque historique qui raconte le destin de cette grande figure de la Renaissance. Alors déjà, j'aimerais que vous rassuriez un peu les téléspectateurs qui ont peut-être un peu dans leur enfance séché les cours d'histoire. Est-ce qu'il faut être un passionné du XVIe siècle pour apprécier Diane de Poitiers, José Dayan? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être curieux. Ouais. Et que le personnage de Diane de Poitiers, qui est fascinant à mes yeux, pour plusieurs raisons. En effet, parce qu'elle a auréolé le XVIe siècle de sa beauté et surtout de son mystère. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'opaques dans, disons, la biographie de Diane de Poitiers. Et donc, ça nous permet d'être romanesque et de nous emporter dans une fresque qui nous fait découvrir, allez, on va dire les alcôves. Les alcôves de la cour de France, à l'époque de François Ier et d'Henri II. Alors je le disais tout à l'heure, Les Rois Maudits, Le Comte de Monte Cristo, l'intrigue de ces séries que vous avez signées se déroule au temps des rois de France. C'est la monarchie française qui vous fascine ou bien c'est le plaisir un petit peu de voyager dans le temps qui vous plaît? Non mais moi j'aime beaucoup l'histoire, voilà. Ouais. Et je trouve que le XVIe siècle, que je n'avais pas à traiter du tout, puisque en effet Monte Cristo c'était le XIXe siècle, Les Misérables aussi, Les Rois Maudits, le Moyen-Âge, et j'avais vraiment envie de faire un film qui se passe à la Renaissance. La Renaissance, parce que François Ier est tombé amoureux fou de l'Italie, moi-même je suis une amoureuse de l'Italie, et qu'il a sorti, si vous voulez, la France de l'obscurantisme du Moyen-Âge, et que c'est devenu un siècle flamboyant, voilà, qui a permis tout de suite après, évidemment, le Roi Soleil. Donc, enfin, il y a eu les Valois avant, bien évidemment. Enfin, 3 Valois. C'est une période de l'histoire, en tout cas passionnante, que vous avez réussi à retranscrire sur le petit écran grâce à Diane de Poitiers. On va y revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, retrouvons Sarah Lecoeuvre pour les News Médias. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour José. Bonjour Sarah. Allez Sarah, c'est parti avec les infos médias et donc c'est 20 000 € requis contre Éric Zemmour pour injures racistes envers Absat Toussi. Et oui, alors pour comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. En septembre 2018, l'ex-candidat à la présidentielle avait déclaré sur le plateau de Thierry Ardisson, Les Terriens du Dimanche, que le prénom de la chroniqueuse était une insulte à la France. Par la suite, Absat Toussi avait diffusé sur ses réseaux sociaux le passage coupé par la production en raison d'un fort risque de condamnation juridique. Eh bien, vendredi, le parquet a requis 20 000 € d'amende à l'encontre du polémiste. La peine demandée par la procureure peut se transformer en emprisonnement en cas de non-paiement. Alors, il n'est pas rare, José Dayan, que des acteurs du monde de la culture prennent parti pour une cause ou bien même s'engagent pour un candidat. Est-ce que vous avez déjà été tenté de rejoindre un mouvement politique ou bien même de vous engager pour une cause particulière? Moi, j'ai envie de m'engager pour ce qui me fait rêver. Et j'ai envie de m'engager pour des acteurs et des actrices qui me fascinent. C'est vrai? Ah oui. Et comment ça se matérialise? C'est en faisant appel à des acteurs que vous admirez, par exemple, dans vos œuvres? C'est ça, en fait, cet engagement? Mais bien évidemment, quand un acteur m'inspire, j'ai envie de tourner avec, oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de personnes de talent qui vous inspirent, en tout cas, on le verra Absolument. tout à l'heure dans Diane de Poitiers. J'aime admirer, voilà. Et puis pas n'importe qui, on non, en parlera tout à l'heure. Non, on ne va pas admirer n'importe qui. On poursuit ces infos, Sarah, avec Eddie Mitchell qui critique violemment Star Academy et The Voice. Il n'a pas mâché ses mots. Et oui, c'était samedi sur l'antenne d'RTL dans On refait la télé. Il n'a pas ménagé les 2 émissions de TF1, The Voice et Star Academy. On est au cirque, a-t-il estimé. Il manque les clowns, les otaries, tout ça. C'est vrai que ce sont un peu des chiens savants qui chantent et qui ont une belle voix. Mais les belles voix, ça ne suffit pas, a-t-il encore déclaré. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision, José Dayan?
Moi, je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries sur Netflix, sur Amazon, y compris sur France Télévisions, oui, bien sûr. C'est quoi votre dernier coup de cœur? Alors, mon dernier coup de cœur, je vais vous dire, là, j'ai beaucoup tourné. J'étais tellement accaparée avec Diane de Poitiers que j'ai pas beaucoup. J'ai revu des vieux films que j'adorais. Puis il y a une série, moi, qui m'a toujours fascinée, c'est House of Cards, qui est assez ancienne, mais surtout par la présence de Kevin Spacey, que je trouve être un acteur de génie, quoi. Donc House of Cards, voilà, le conseil série de José Dayan aujourd'hui. Voilà, c'est ça, oui. Il faut noter. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, c'est 400. Oui, c'est en milliers le nombre de téléspectateurs qu'a gagné la Star Academy samedi soir en une semaine. Ils étaient 3 800 000 téléspectateurs réunis sur TF1. La part d'audience atteinte est de plus de 26%, soit 7,8 points de plus que la semaine précédente. Alors on sent qu'il y a une vraie attente aussi autour de Diane de Poitiers, ne serait-ce que, on le voit aussi avec la communication autour de cette série qui est faramineuse cette fois-ci. Sur une fiction comme Diane de Poitiers, à quelle audience serez-vous comblé, José Dayan? À quel niveau d'audience? Qu'est-ce que vous espérez? Je vais vous dire. Diane de Poitiers, c'est vraiment un film que je porte dans mon cœur. C'est un film qui était vital pour moi de faire. Voilà. Et j'aurais très mal supporté de ne pas tourner Diane de Poitiers. Alors, il se fait que moi, j'étais habituée à des audiences faramineuses. Alors forcément, il faut que l'audience soit au rendez-vous, parce qu'autrement, malgré le bonheur que j'ai eu à faire ce Diane de Poitiers, malgré le fait que Diane de Poitiers, ce film, enfin ces films, puisqu'il y en a deux, correspondent vraiment à ce que je voulais faire, évidemment, il faut que l'audience soit là. Donc quoi, 5-6 millions En fait, on a envie de vous donner un chiffre. Ah, vous avez du vous bois. Avez du bois. Vous avez volé la cale de la porte de la régie, José Dayan. Pardon de vous dénoncer. Hein. Vous avez bien fait. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, pour essayer de donner envie aux téléspectateurs, on va parler en détail de Diane de Poitiers et c'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. C'est ce lundi 7 novembre, en première partie de soirée, un téléfilm en 2 parties que vous avez produit et réalisé, qui raconte l'histoire donc de cette femme, Diane de Poitiers, une comtesse qui a bien connu François Ier, mais surtout Henri II, puisque c'était sa maîtresse. Favorite. La favorite, oui. Bon, voilà, c'est bien, c'est mieux dit comme ça, effectivement. Pour quelle raison vous avez décidé, alors vous l'avez un peu dit tout à l'heure, c'est une femme qui vous fascine, mais pour quelle raison vous fascine-t-elle, Diane de Poitiers? Mais parce qu'elle est mystérieuse, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a auréolé le XVIe siècle, parce qu'elle est une des figures emblématiques de ce siècle. On la disait la plus belle femme de la cour. Et j'ai eu la chance d'avoir Isabelle Adjani pour incarner. Donc voilà. C'est la plus belle femme du métier, c'est ça? Pour moi, Isabelle est magnifique. Oui, enfin pas que pour moi d'ailleurs. Oui, je la trouve splendide. Et c'était elle et personne d'autre. Et pas que splendide, parce que je trouve que c'est une immense actrice. Donc elle allie, si vous voulez, sa beauté et son talent et son intelligence. Ah non, pour moi, c'était personne d'autre. Oui, c'était Isabelle. Isabelle Adjani. Mais pourquoi? Parce que vous avez tourné avec beaucoup d'actrices de talent aussi. Pourquoi Isabelle Adjani particulièrement? Parce que Isabelle Adjani est unique. Parce qu'elle est unique. Et elle correspond vraiment à Diane de Poitiers, c'est vrai? Absolument. C'est quoi? C'est sa silhouette, Elle a sa beauté, son charme, son intelligence, parce qu'elle était intelligente, son charisme, son mystère. Alors on va voir effectivement Isabelle Adjani dans la peau de Diane de Poitiers, mais vous lui avez aussi accordé une place derrière les caméras puisqu'elle a collaboré aussi sur le plan artistique. Quelle est cette place que vous lui avez confiée dans l'ombre? Alors écoutez, c'est pas du tout dans l'ombre, vous voyez, c'est même sur le générique du film. Non, quand j'ai décidé avec Isabelle de nous consacrer à Diane de Poitiers, c'est vraiment ambitieux, ça nous a pris du temps, ça nous a occupé mentalement incroyablement. Et alors que je n'ai jamais compris, et ça j'ai déjà dit, il m'avait dit, dites pas ce que vous avez dit, mais je vais le dire, de me poser les mêmes questions, donc je réponds de la même façon. C'est-à-dire, j'ai jamais compris comment on pouvait réaliser un film à deux. Les frères Traviani, les frères Dardenne, etc. Bon. Je ne dis pas que leur film soit pas bon, je dis les frères Cohen, je dis que moi, je ne concevais pas ça comme ça. Et puis, curieusement, quand on a décidé de faire Diane de Poitiers et que ça a commencé à devenir une réalité, eh bien, j'ai demandé à Isabelle de faire ce film la main dans la main avec elle. En fait, comment dire, je dirais que presque c'est un film bicéphale. C'est-à-dire que c'est évidemment moi qui ai réalisé le film, mais chaque choix, aussi bien de partenaires, de style de lumière, de costume, de décision artistique,
je voulais les partager avec Isabelle et je voulais qu'elle soit entièrement... Je voulais faire un écrin autour d'Isabelle et qu'elle se sente à l'aise. Et quand on demande souvent aussi, mais c'est quoi diriger une actrice ou un acteur? Eh bien, diriger un acteur ou une actrice, en tout cas pour moi, quand l'acteur est de la taille d'Isabelle, c'est lui préparer, encore une fois, un écrin où elle se sent tellement libre qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Voilà. Et elle est rare, hein, il faut le dire, à la télévision. Elle est plus que rare, oui. Ouais. Et pourquoi vous, elle vous fait confiance? Quelle est votre relation que vous avez? Nous, Isabelle et moi, on se connaît depuis Camille Claudel. Donc, vous voyez, ça fait un certain temps. On a tourné ensemble, il y a 3 ans et demi, Capitaine Marlowe. Oui. Parce que je voulais absolument tourner avec elle et que le sujet lui plaisait. Parce que c'est un sujet qui s'appelait Ne plus mourir jamais, qu'elle avait elle-même remarqué et qu'elle avait envie de faire. Donc, ça a été une espèce de porte d'entrée dans notre première relation, je dirais pas amicale, mais filmique. Et à partir de là, on a eu du plaisir à travailler ensemble et on a décidé de s'atteler à un projet qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire Diane de Poitiers, un peu dans la lignée de ce qu'était la Reine Margot ou Camille Claudel ou même Adèle H, pourquoi pas. Alors le casting de ce téléfilm est puissant, je disais tout à l'heure en introduction. Hugo Becker dans le rôle d'Henri II, Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen, Jeanne Balibar aussi exceptionnelle, Jean-François Balmer dans le rôle de l'inquisiteur exceptionnel également, Guillaume Gallienne et même Gérard Depardieu, alors lui dans le rôle de Nostradamus. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Michel Faux. Michel Faux, on peut tous les citer. Il y a vraiment et Olivier Gourmet, enfin bon, on a un casting... et Gaia Girace, qui est la jeune actrice italienne. Qui joue Catherine de Médicis. Qui joue Catherine de Médicis et qui est l'héroïne de L'Amie prodigieuse, et qui a 17 ans. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, José Dayan, lorsque vous avez vu cet immense acteur qui est Gérard Depardieu face à Isabelle Adjani dans la même pièce devant votre caméra? À ce moment-là, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Mais moi, j'y tenais absolument. Je voulais absolument que Gérard soit un Nostradamus. Et je voulais surtout, parce que je suis extrêmement cinéphile, et qu'en fait, j'avais connu Isabelle personnellement au moment de Camille Claudel, j'avais envie de revoir devant ma caméra ce couple, bien sûr. Ah oui, d'accord, c'était vraiment... Il y a même Julie Depardieu aussi, il faut préciser. Ah, mais il y a Julie Depardieu aussi. Ouais. Dans un petit rôle, hein, on la voit au début. Ah oui, mais un rôle important, ah oui, bien sûr. Elle prophétise le destin de Diane de Poitiers. Disons qu'il ne faut pas s'absenter du petit écran au moment où elle passe, parce qu'on risque pas de la revoir après. Hein, mais on ne va pas s'absenter du petit écran au bout de 5 minutes de film. Non, c'est là justement où tout le monde est rassemblé. En fait, chauffez vos popcorn. Vous allez me donner des angoisses. Non, vous inquiétez pas. Alors, tous les protagonistes de ce téléfilm ont évidemment existé. Quelle est la part de fiction et de réalité? Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne connaissait pas grand-chose autour de Diane de Poitiers, donc vous avez dû forcément à un moment donné romancer cette histoire. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai romancé. On a travaillé avec Didier Decoing, qui est pour moi un immense scénariste, qui était d'ailleurs le scénariste de Monte Cristo et des Misérables. Il avait un conseiller historique qui était Franck Jucla Castillo. Et... comment dire? Il a évidemment, c'est un romancier, Didier Decoing, il a beaucoup d'imaginaire. Donc il a rempli les zones d'ombre de Diane de Poitiers. Et puis, je trouve qu'il a un talent fou pour les dialogues. Voilà. Et comme je suis superstitieuse, j'ai voulu autour de moi les 2 piliers que j'avais eus pour Monte Cristo, qui sont donc Didier Decoing et Bruno Coulet pour la musique. Et alors ce matin, dans les colonnes du Parisien, Isabelle Adjani a affirmé que dans Diane de Poitiers, il n'y avait aucune retouche numérique visant à gommer certaines imperfections physiques. C'est vrai, vous confirmez? Ah ben oui, oui, c'est plus que vrai. Oui. Et parfois, vous y avez recours à ces retouches numériques dans Moi, vos films? personnellement, je n'y ai jamais eu recours parce qu'il n'y avait pas la nécessité d'y avoir recours. En tout cas, dans Diane de Poitiers, on n'a pas eu recours du tout à des retouches numériques. Alors c'est vrai que c'est aussi le fil rouge de cette série, c'est-à-dire cette quête de la jeunesse éternelle, hein, d'où cette question qui est très intéressante finalement, c'est comment rester jeune finalement jusqu'à son âge le plus avancé. Éviter de boire de l'or. Ah oui, parce qu'on va tuer le suspense tout de suite, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. Mais ça fonctionne pour conserver la beauté. Mais derrière, il peut y avoir des effets indésirables quand même. C'est un pacte avec le diable, enfin c'est un peu le mythe de Faust. Alors c'est vrai que cette quête de la jeunesse éternelle, c'est une problématique contemporaine hein, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront en Diane de Poitiers pour cette raison-là. Je vais vous citer par exemple quelqu'un que vous connaissez bien, l'actrice Corinne Maziero, qui a récemment accordé une interview au magazine Cosette et qui se plaint de cette problématique de l'âge dans les séries. Je vais la citer. Je ne dis pas qu'il ne
ne faut pas que les femmes se maquillent. Le problème, c'est l'uniformisation. On ne voit plus que des gueules refaites, que des gonzesses de 60 ans qui ont l'air d'en avoir 30. À un moment donné, il faut se calmer. Est-ce que vous partagez, vous, ce coup de gueule, justement, toujours en lien avec cette quête de la jeunesse éternelle? Non, mais attendez, Corinne Maziero, elle est particulière. C'est-à-dire que, quelquefois, je dis, attendez, on va refaire la lumière parce qu'il y a une ombre. Elle me dit, non, je vais être comme ça, je vais rester ce que je suis, etc. etc. Corinne Maziero, c'est un personnage hors norme, c'est un ovni. Comment dire, sa popularité, son talent, ses particularités ne sont pas basées sur sa beauté physique. Et voilà, donc elle donne un coup de pied là-dedans. Vous voyez, c'est son opinion, c'est pas forcément la mienne, ça dépend. Voilà. Et vous, la vôtre, quelle est la vôtre là-dessus? Sur l'âge, Mais moi, vous savez, je trouve que c'est extrêmement vulgaire de parler de l'âge. Voilà, personnellement. Quand je vois quelqu'un, je me dis, par exemple vous, je suis myope, alors je vous vois très flou, donc vous avez l'air d'avoir 14 ans. Mais pourtant, elle est très jolie, ça. Je peux vous assurer que vous avez tort, elle est très très jolie. Voilà. Vous la verriez en vrai, encore plus jolie. Non, mais non, moi ça m'est indifférent. Ce qui m'importe, c'est ce que les gens expriment, la beauté de leur visage, et sur leur visage, leur âme qui transparaît. C'est vrai que quand on voit, par exemple, ce genre de femmes, par exemple, comme Kim Kardashian, etc., qui sont, alors on a l'impression vraiment d'avoir des poupées Barbie, enfin je ne sais pas Barbie, parce qu'elles n'ont pas le physique de Barbie, mais enfin, on a l'impression d'être face à des automates, enfin. Ça, c'est pas ce que je préfère. Mais enfin, c'est quand même plus agréable de voir une belle femme et de voir son âme sur le visage. Et c'est ça qui est le plus important. On vous contredira pas ici. C'est vrai que quand on regarde les images de Diane de Poitiers, on a le sentiment, et peut-être que vous allez me contredire, que vous avez eu beaucoup de moyens sur cette fiction. Quelle est la part, si j'ose dire, du budget et des bijoux, par exemple, pour Diane de Poitiers? Parce qu'il y a effectivement des costumes fabuleux, des bijoux, on en voit quasiment dans toutes les scènes. Il y a des costumes fabuleux, parce que moi j'ai tenu absolument à ce qu'il y ait un budget costume dans ce film, parce que je trouve souvent assez ridicule les costumes, et je voulais que les costumes de Diane de Poitiers soient à la fois très beaux pour le XVIe siècle, mais qu'ils aient quand même une modernité. Alors, en ce qui concerne les costumes d'Isabelle Adjani dans Diane de Poitiers, j'ai demandé à Dominique Borg, qui hélas nous a quittés avant la diffusion de Diane. C'est Dominique Borg qui avait fait les costumes, entre autres, de Camille Claudel, qui est une très très grande créatrice de costumes. Je lui ai demandé de s'occuper des costumes d'Isabelle Adjani. Et c'est vrai qu'à la fois, ces costumes sont splendides, mais ils ont aussi une modernité, parce que la cape d'Isabelle, par exemple, sur les toits de Chambord, elle est faite dans une matière très, très légère, qui est de la toile de parachute. Bon, évidemment, c'est pas une matière d'époque. Bon, donc si vous voulez, et j'ai demandé à mon costumier habituel, qui s'appelle Cyril Fontaine, en accord d'ailleurs avec la direction qu'avait prise Dominique Borg, et qui était la nôtre, de s'occuper de tous les autres costumes. Et c'est vrai qu'on a eu un travail formidable sur les costumes. Et les bijoux, ce sont des vrais bijoux aussi? Alors, les bijoux d'Isabelle dans le film sont des bijoux qui ont été fabriqués pour le film, et en effet, beaucoup grâce à Dominique Borg, mais il y a en particulier un fameux collier d'émeraude, qui est un collier de Van Cleef & Arpels, qu'Isabelle porte, enfin que Diane de Poitiers porte, parce que c'est un présent qu'Henri de lui fait au moment de son couronnement à Reims. Ce collier, alors, coûte 3,7 millions. 3,7 millions, mais comment vous faites pour sécuriser un collier comme ça sur un tournage? Justement, nous on avait l'intention de le piquer, et puis impossible. Parce qu'il y avait des gardes du corps de Van Cleef partout, on sentait qu'ils avaient des flingues dans les poches. Attendez, mais c'est possible d'avoir un collier à 3,7 millions sur un tournage? Il y avait 4 personnes pour les apporter. Ah oui, d'accord, il y avait des gardes du corps qui étaient là. En fait, c'est le budget du tournage, quoi, le collier. Ah non, le collier, on l'a pas payé. Oui, bien sûr. Non, c'est après, on est d'accord. Ils étaient très heureux de nous le prêter. Voilà. Donc, ils ont participé à cette production, ils ont prêté le collier, ils ont payé leur garde du corps. Oui. Et leur assurance. Ah oui, leur assurance aussi, c'est la question que je me pose, parce qu'il faut quand même assurer un collier comme ça. Et on l'estime alors à combien le budget par soirée, par film? Il y a 2 films, il faut le rappeler, pour Diane de Poitiers. Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai jamais, comme dirait. Vous répondez jamais sur le budget? Non. C'est vrai, oui, c'est comme ça, c'est confidentiel, Sarah. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Alors, on se rend compte que les fictions historiques, on le vend en poupe en ce moment. Alors, TF1 a terminé il y a moins d'un mois la diffusion des Combattantes, c'est une intrigue qui se déroulait pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu moins d'un an, France 2 misait sur les aventures du jeune Voltaire. Je vous parle même pas d'ailleurs de Marie-Antoinette, qui sera diffusée également ce soir sur Canal+. Comment vous expliquez cette espèce de mode autour des fictions historiques? Je pense que
c'est normal. Voilà, c'est absolument normal. Écoutez, on vit une période, on ne peut pas dire, voilà, il y a un article d'Isabelle dans un des journaux qui appartient à votre groupe. Et le titre qui a été sorti de son entretien, je suis très pessimiste sur l'avenir. Bon, écoutez, vous voyez ce qui se passe par exemple en Ukraine, vous voyez ce qui se passe dans le monde, vous voyez ce qui se passe partout. Enfin bon, il y a des crimes tous les jours, il y a des faits divers horribles. Bon, il y a des gens qui sont sortis d'une boîte de nuit à 20 ans sont assassinés, massacrés. Bon, alors, si vous voulez, moi je pense que je ne dis pas que les films historiques ce soit des bluettes. Parce que quand on pense à Marie-Antoinette, on ne peut pas dire que sa vie ait été un rêve. Mais enfin, ça nous transporte. Et moi, je trouve qu'on a besoin d'être transporté. Bon, José Dayan, on ne peut pas vous recevoir ici sans vous parler de Capitaine Marlowe. Parlez-moi du Capitaine Marlowe. Qui est un succès, hein, désormais sur France 2 et plus sur France 3. Quand est-ce que les prochains épisodes reviennent? Eh bien, je pense qu'ils reviennent en décembre. Ils reviennent en décembre, et avec quel guest? Mais alors je ne sais pas. Non, je ne sais pas, parce qu'il y a 3 Marlowe qui sont prêts, et je ne sais pas lequel va passer en décembre, parce qu'il va y avoir un Marlowe en décembre, un inédit, des rediffs, parce qu'il y a des questions de date, de contrat, etc. Et je pense qu'en février, il y aura la suite des Marlowe. Enfin, les guests qu'on a eus ces derniers temps, c'était Catherine Fro, c'était Éric Elmosino, c'était Yvan Attal. Voilà. Catherine Fro, avec laquelle vous avez tourné La Femme Caméléon, je crois, c'est ça? Oui, absolument. Exactement. La tueuse caméléon. La tueuse caméléon, exactement. Et Capitaine Marlowe, vous voyez faire ça pendant encore 10 ans? Est-ce que vous projetez Je ne projette rien. Non non, parce que on fera Capitaine Marlowe, qui est à chaque fois différent, puisqu'à chaque fois on a des guests absolument... qui, moi, me fascinent, et qui fascinent aussi Corinne, d'ailleurs. Et moi, je pense que... Et puis, on a fait aussi un Capitaine Marlowe, encore avec un 4e acteur, je vais vous dire qui. Mais oui, mais bon, là, je suis tellement dans Diane que faut pas me troubler. Non, mais Capitaine Marlowe, on a décidé, Corinne Maziero et moi, de n'en faire que 4 par an, pour justement avoir toujours le désir de se retrouver et le plaisir de quelque chose de neuf. On verra. On ne peut pas se projeter dans 10 ans, on peut sortir. Vous savez, moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu en Algérie. J'ai vécu donc la guerre d'Algérie. On sortait d'un entretien comme celui-là, enfin, je n'avais pas interviewé quand j'avais 8 ans. Enfin, on sortait, disons, d'un restaurant, et puis, d'un seul coup, il y avait une voiture qui sautait, et la personne avec qui vous étiez, 1 minute après, n'était plus vivante. J'ai la notion de la précarité de la vie, et je ne peux pas me projeter dans 10 ans, je me projette ce soir. Ce soir, pour Diane de Poitiers. Dans 10 ans, on verra. Bon, on va faire le bilan avec vous, en tout cas, José Dayan. C'est dans notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. J'ai fait 4. Et le 4e acteur, alors oui, effectivement. Je cherche. Ah oui. Mais non, parce que, non, mais attendez. Je vous ai pris une colle. Éric Elmosino, mais l'autre, c'était quoi? Ah, bah écoutez, ça va vous on va devoir attendre le communiqué de presse de France Télévisions pour le découvrir, c'est pas grave. Bon, en attendant, José Dayan, j'avais une question à vous poser. Quel est le plus beau souvenir de votre carrière? Diane de Poitiers. Diane de Poitiers. Ah oui, Diane de Poitiers. Alors ça, c'est une info, parce que vous avez quand même une carrière assez immense, ça c'est moins qu'on puisse dire. Diane de Poitiers est votre meilleur souvenir de carrière? Oui. Eh ben. Et le pire? Le pire. Plein fer. Plein fer. Un film que j'ai fait pour Monique Hano. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de le faire. Je n'aimais pas le scénario, je n'aimais pas l'histoire. J'avais une équipe technique imposée. C'était un film pour le cinéma, ça? Oui, et j'ai détesté. J'ai détesté ce film. Est-ce que vous tournez toujours avec les mêmes équipes? Enfin, depuis 10 ans, j'ai une équipe technique qui me suit, oui. Oui. Quel a été le comédien ou la comédienne la plus difficile ou le plus difficile à diriger? Alors, pas à diriger, mais moi, j'ai toujours eu des contacts formidablement chaleureux avec mes acteurs ou mes actrices. D'ailleurs, bien que vous fassiez allusion à ma longue carrière, je serais absolument incapable de filmer quelqu'un que je n'ai pas envie de filmer. Voilà. Donc, d'un seul coup, mais je ne saurais même plus où mettre ma caméra. Donc ça, c'est extrêmement simple. Et je sais que c'est vrai. Il faut que j'ai un désir pour l'acteur ou l'actrice. Mais mon plus mauvais souvenir de contact avec un acteur, c'était avec Rupert Everett dans Les Liaisons dangereuses, que j'ai fait avec Catherine Deneuve, qui est quelqu'un de magique aussi, que j'adore, avec Nastasia Kinski, avec plein de gens merveilleux. Mais Rupert Everett, c'est un très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir. Voilà. Très mauvais. Totalement narcissique.
Ah oui. Très mauvais. Pas généreux, quoi. Voilà. On sait que vous aimez explorer les siècles passés. Si vous aviez le pouvoir de vous téléporter vers une période de l'histoire, vers laquelle vous vous tourneriez? Alors moi, maintenant, j'aimerais bien faire un film qui se passe au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, d'accord. Donc à l'époque de quoi, Louis XIV, c'est ça? Lumières. Ah non, Louis XVI, pardon. Louis XV. Ouais. Le siècle Louis des XVI. Lumières. Ouais. Non, oui, le siècle des Lumières. Ouais. Louis XV, Louis XVI. même. Louis XVI, En bien fait, je sûr, ne ferai ouais. plus Marie-Antoinette, il y en a eu trop. Oui, bien sûr, ouais, Voilà. là, il va falloir changer. Ouais. Alors justement, après Diane de Poitiers, quelle est la prochaine fiction que vous allez réaliser? Je vous le dirai après la diffusion de Diane de Poitiers. Je suis monomaniaque sur Diane de Poitiers. Voilà. Vous l'avez sûrement compris. Bon, très bien, on va pas tuer le suspense, on va pas vous gâcher ce plaisir en tout cas de parler de Diane de Poitiers. Merci beaucoup José Dayan. Ben, je vous remercie. Je rappelle que vous avez produit et réalisé donc Diane de Poitiers. C'est ce soir en première partie de soirée sur France 2. Merci encore. À 21h10. À 21h10, Oui. Et exactement. pas que ce soir, lundi prochain. Le lundi semaine prochain, prochaine c'est en aussi. deux Le parties. deuxième épisode. Effectivement. De Et on- Diane de Poitiers. Et c'est ça. Et d'ailleurs, les deux, on a remarqué avec Sarah, on peut regarder le deuxième finalement sans avoir forcément vu le premier. On arrive à comprendre finalement. Ah ben oui, heureusement. Ouais. Et alors moi, je vais dire un truc complètement fou. Ouais. Comme quand j'ai fait Monte Cristo, c'est le deuxième épisode de Monte Cristo que je préférais par rapport au premier. Ouais. Parce que le premier, c'est toujours un épisode où on expose un Ouais, peu faut les installer situations les personnages. et les personnages. Mais j'adore... J'aime beaucoup Diane de Poitiers, vous avez pu le comprendre, mais j'adore le deuxième épisode de Diane. Ah ben, on va vous Ouais. faire un secret, nous pareil. Nous aussi. On Bah a voilà, vraiment c'est adoré génial. le Notre deuxième préféré épisode. aussi. Bah, vous voyez voilà. Merci beaucoup Sarah aussi Avec pour les plaisir. news médias et toutes ces questions. Et nous, on revient demain avec une journaliste qui officie sur beIN Sport et qui s'apprête à partir pour le Qatar. Et cette Coupe du Monde de football qui va s'y installer, il s'agit de Claire Arnoux qui sera demain sur ce plateau. En attendant, on vous souhaite une excellente journée et à demain pour un nouveau Buzz TV.